Bonsoir et bienvenue sur Late Night Stories. Je suis Chap, auteure et lectrice des récits que vous découvrirez au fil des semaines. Ce soir, nous allons entamer ensemble le premier épisode de Toxique. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous embarquer dans mon histoire. C'est le nombre de fissures sur mon plafond. Un plafond que je fixe depuis je ne sais pas combien de temps. La chaleur écrasante de l'été me fait transpirer par tous les pores alors que je suis parfaitement immobile. Rage Against the Machine hurle dans mon casque à m'en faire sauter les tympans. Mais je m'en moque. Tout plutôt que d'entendre l'énième dispute de ma mère avec son petit copain. Porte qui claque et reproches incessants. De quoi faire rêver de mariage à n'importe quelle gamine de 16 ans, pas vrai ? Pourtant, au début, tout allait bien. Marc était attentionné et ma mère affichait en permanence un sourire béat. À ce qui paraît, c'est ce qu'on appelle la période de lune de miel. Ce moment magique où tout est beau, tout est parfait. Et puis un jour, tout ce qu'on aime chez l'autre nous répugne et on n'a qu'une envie, c'est de lui faire regretter l'air qu'il respire. Parce que oui, même de l'entendre respirer est devenu insupportable. Nouveau claquement de porte, j'augmente encore le volume. Il faut dire que le côté insouciant de ma mère a su charmer le bien trop sérieux directeur des ressources humaines. Une bouffée d'air frais dans son quotidien étouffant, au relent d'encre de photocopieuse et de parfums bon marché. Il l'a aimée de tout son cœur. On ne peut pas lui retirer ça. Mais la petite bulle de bonheur a bien vite fait d'éclater quand la réalité l'a rattrapée. Ce qu'il a pris pour de la spontanéité et de l'innocence est en fait de l'irresponsabilité et un refus de voir les choses en face. J'aime ma mère, plus que tout. Mais je suis aussi bien consciente de ce qu'elle est. Depuis l'enfance, les huissiers nous poursuivent comme des vautours. On leur donne un petit bout de viande et on fuit le plus loin possible, en espérant que ça les occupe suffisamment pour qu'on recommence ailleurs. Plus de dettes, plus de mensonges, plus de solitude. Avec Marc dans l'équation, la vie a été tellement plus simple. Il a épongé une partie des créances de ma mère, a essayé de l'aider à se remettre à flot pour qu'aussitôt elle replonge la tête la première. Vêtements, restaurants et téléachats. Une soif de dépenses compulsives, une addiction toxique qui la pousse à foutre sa vie en l'air, alors même qu'elle a trouvé un homme qui est prêt à tout pour l'en sortir. Seulement voilà, les bons sentiments ça ne marche qu'un temps. Résultat, même l'amour de Marc a été dépensé dans ce cycle infernal. Je vois plus que j'entends la porte de ma chambre s'entrouvrir et le visage pâle et fatigué de mon beau-père arborant ses éternelles lunettes cerclées de métal apparaît. Je décale mon casque pour libérer une de mes oreilles et baisse un peu le son. Il m'adresse un sourire triste, qui fait probablement écho au mien. « Je peux entrer un instant ?»« Ouais, bien sûr. » Il me remercie d'un hochement de tête et s'avance dans la pièce. Je me redresse le dos contre mes oreillers. Il pointe en silence du doigt le pied de mon lit et j'acquiesce. Sa haute silhouette se recroqueville alors qu'il s'assoit. Il a l'air exténué. Je l'interroge presque dans un murmure. « Maman ? Parti faire un tour. »« Tu t'en vas, c'est ça ?» dis-je, un tremblement involontaire dans la voix. « Je suis désolée si. Tu sais que ça n'a rien à voir avec toi. Je t'aime comme si tu étais ma propre fille. »« T'inquiète, je comprends. T'as pas à subir ça. »« Toi non plus. Mais j'ai les mains liées. Je n'ai aucun droit sur ta garde, Je l'interromps en posant ma main sur la sienne et secoue doucement la tête les yeux fermés, luttant contre la sensation de brûlure qui les gagne alors que les larmes me menacent. J'inspire profondément, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Quand je me sens maîtresse de moi-même, je reprends. Ne t'excuse pas. J'aime ma mère, mais je sais qui elle est. Depuis que mon père s'est barré, elle a perdu le sens des réalités. Tu as fait ce que tu as pu, et même plus encore. Tu mérites d'être heureux. Tu es sûr que ça va aller ?
Ça va aller, dis-je fermement. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais comment me joindre. Ça me ferait plaisir que tu passes me faire un coucou, de temps en temps. Je hausse les épaules sans vraiment répondre, et il me fait à nouveau ce sourire triste. Maintenant qu'il s'en va, je ne sais même pas combien de temps on va rester dans ce bled. Alors lui rendre visite, impossible. Je le sais, il le sait, même si à cet instant on préfère penser que ça se fera. Je balance mes jambes par-dessus le rebord du lit. Besoin d'aide pour tes affaires ? Vaut mieux que tu files avant qu'elles ne reviennent. Sinon tu vas avoir le droit à une nouvelle scène. Merci. Sa voix est serrée. Lui aussi contient son émotion. Il se lève et sort de ma chambre. Je pousse un soupir et le suis. Le salon est un véritable chaos. Les oreillers du canapé sont éparpillés au sol. Un magazine à moitié déchiré pend tristement sur le dossier d'une des chaises de la table à manger. Le vase que j'avais fait en travaux manuels au CP gît sur le vaisselier, renversé, une ébréchure de plus ornant le bord. Marc commence à ramasser lentement les affaires éparpillées par ma mère, mais je l'arrête. Je m'en occupe. Va vite faire ta valise, elle peut revenir n'importe quand. Sans un mot, il se redresse et me tapote l'épaule avant de se diriger vers le petit bureau qu'il a transformé en chambre d'appoint et qu'il occupe depuis 2 ou 3 jours, date de sa dernière grosse dispute avec ma mère. Je l'entends fourrager dans ses affaires alors que je remets de l'ordre dans le salon. Ma mère allait devenir dingue quand elle s'apercevra que Marc était parti. J'allais sûrement entendre des horreurs sur lui, sur moi, sur le monde entier. Peu importe. Ce n'est ni la première ni la dernière fois que j'allais devoir essuyer une de ces crises de nerfs. Heureusement, elle ne lève pas la main sur moi. Mais les mots font parfois aussi mal que les coups, et les traces qu'ils laissent à l'âme mettent bien plus de temps à guérir. Enfin, quand ils guérissent. C'est pour ça que je veux voir mon beau-père partir d'ici, avant que lui aussi, elle le brise. Moi, je suis déjà devenue insensible, et je traverse l'existence avec indifférence, un jour après l'autre, jusqu'au dernier qui finira bien par arriver. Le salon en ordre, je m'apprête à aller voir Marc, mais il sort déjà de la pièce avec une valise à ses pieds et un sac de sport sur l'épaule. « T'as pris tout ce qu'il te faut ? » ?»« Tout ce que je peux transporter, en tout cas. Tu ferais mieux d'en prendre un max et de tout charger dans ta voiture. Je ne donne pas cher de ce qui restera ici. » »« Tu as raison. Je pensais reprendre certaines choses plus tard, mais c'est sûrement un peu naïf de ma part. » Je lève un sourcil. « Naïf ? C'est un euphémisme. » Un petit rire hésitant lui échappe, et je souris. Tout irait bien pour lui désormais. Je l'aide à récupérer quelques affaires supplémentaires et à charger sa voiture. Un quart d'heure plus tard, il est prêt à partir. Le silence entre nous s'est épaissi au fil des minutes, et ce qui n'était au départ qu'un malaise est devenu carrément gênant. Je me dandine, d'un pied sur l'autre, sans savoir comment lui dire au revoir. Comment dit-on au revoir à quelqu'un que l'on ne veut pas voir partir, et qui, même si ce fut bref, a donné sans compter à une inconnue et sa progéniture. Je lève vers lui un regard incertain. Il m'ébouriffe les cheveux, masquant d'un sourire ses émotions, puis m'engloutit dans une étreinte d'ours. « Tu vas me manquer si, vraiment. T'es une gamine formidable, ne l'oublie jamais. Ne te laisse pas démolir par les problèmes de ta mère. Libère-toi de tout ça dès que possible et jure-moi de prendre soin de toi. Promis, mais si tu desserres pas un peu les bras, je risque de pas pouvoir respecter ma promesse, dis-je d'une voix étouffée. Oups, pardon, s'exclame-t-il en me relâchant précipitamment. Allez, vas-y maintenant. Évitons un drama supplémentaire. Il me prend la main une dernière fois et y dépose un petit papier plié en 4 avant de monter dans sa voiture. Un dernier geste, et il est déjà au coin de la rue. Je ne sais pas combien de temps je suis restée dehors, à fixer l'endroit où la petite citadine avait disparu. Que va-t-il se passer désormais ? Allons-nous déménager à nouveau ? Cynthia ? La voix de ma mère dans mon dos me fait sursauter. Je regarde autour de moi, la lumière du jour a baissé. J'ai dû rester une bonne heure dans le vague. Je glisse rapidement mes mains dans la poche avant de mon sweat trop large, puis me retourne. La femme d'une 40aine d'années qui me fait face n'est plus que l'ombre de ce qu'elle a été. Des cheveux en pagaille, un gilet informe sur le dos et des pantoufles aux pieds. Dire qu'elle a fait le tour de la ville dans cet état. Pourvu que personne de notre connaissance l'ait vue. La situation est déjà assez compliquée sans que les gens me demandent pourquoi ma mère erre dans les rues avec l'air de quelqu'un tout droit échappé d'un asile ou de désintox. Ses yeux bouffis et injectés de sang par les larmes me regardent d'un air interrogateur. Elle s'approche alors d'un pas trébuchant vers moi, et les relents d'alcool et de tabac me frappent. Super. Elle boit maintenant.
Qu'est-ce que tu fais dehors ? Rien, je vais faire un tour. Non, t'as cours demain. Et alors ? Je rentrerai pas tard ? J'ai dit non. De toute façon, c'est l'heure du dîner. Marc doit être en train de le préparer. Marc ? J'éclate d'un rire mesquin. T'es perché à ce point ? Il s'est barré, Marc. Félicitations, t'as enfin réussi à le faire fuir. Son air complètement perdu fait fondre ma colère. Je glisse mon bras dans le sien et la guide vers l'immeuble. Allez, viens. Je vais te faire une soupe et te mettre au lit. Ça ira mieux demain. Docile, elle me laisse la guider vers notre appartement. Trop abasourdie par la nouvelle et probablement trop à l'ouest pour vraiment mesurer ce qui se passe. Comme promis, je lui fais son repas et l'aide à s'installer dans le grand lit de sa chambre à coucher. Bien trop grand pour elle seule. Elle se glisse sous les couvertures en me tournant le dos et les tremblements de ses épaules trahissent les larmes qui doivent couler sur son visage. Je m'allonge derrière elle et la serre dans mes bras. Peu à peu, son souffle devient régulier. Une fois que je suis sûre qu'elle est bel et bien endormie, je me lève et retourne dans ma chambre. Je tire le papier de ma poche et l'ouvre doucement. Une série de chiffres et une adresse s'étalent sur la surface chiffonnée, accompagnée de quelques lignes griffonnées à la hâte. N'en parle pas à ta mère. C'est une sécurité pour toi, au cas où tu déciderais de prendre tes distances toi aussi. Va à cette adresse si tu ne sais plus quoi faire. Tu y trouveras quelqu'un pour t'aider. Elle saura quoi faire pour te tirer de cette situation. Prends soin de toi, Marc. Je serre le papier contre ma poitrine avant de le dissimuler soigneusement dans un espace creux en dessous d'un bibelot que j'ai gagné à la fête foraine l'été dernier. Quitter ma mère ? Je ne pourrai jamais. Elle a trop besoin de moi. Mais ce soir, juste ce soir, j'ai besoin de souffler. Je me change et sors silencieusement de l'appartement avant de m'enfoncer dans la nuit. La vibration des basses résonne dans ma poitrine alors que je me déhanche à en perdre haleine sur la piste de danse. Les lumières étourdissantes, l'odeur de sueur, de tabac et d'alcool, le contact des corps. Je me perds dans ce tourbillon, un verre de vodka bon marché à la main. Je laisse l'ivresse de la nuit m'emporter dans les bras d'un cavalier, puis d'un autre. Je ne compte plus les baisers échangés avec de parfaits inconnus. Hommes, femmes, peu importe. Je comble le vide de mon cœur par ce trop-plein de sensations. Un shot d'endorphine qui apaise la douleur. J'oublie le monde, j'oublie ma vie. À ce moment précis, Cynthia n'existe plus. Elle n'est que le prolongement de cette masse suante et vibrante. Enfin, je me sens bien. En tout cas, jusqu'à ce qu'une main vienne me tapoter l'épaule et me ramène à la réalité. J'ouvre les yeux, encore étourdi, et mon regard se pose sur celui d'une jeune femme dans la vingtaine. L'ai-je déjà rencontrée ici ? Aucune idée. Sa peau pâle, constellée de taches de rousseur et ses lèvres étirées dans un sourire me donnent envie de lui sourire à mon tour. Sans hésiter, je m'approche et me mets à onduler langoureusement contre elle. Elle pose ses mains sur mes hanches et suit un instant le mouvement avant de s'arrêter et se penche à mon oreille. Et si on allait s'amuser pour de vrai ? Trop désespérée ou bien trop alcoolisée pour y réfléchir plus d'une seconde, j'acquiesce. Elle attrape ma main et m'entraîne au fond de la boîte. Je la suis docilement, mon verre toujours à la main et mon corps vibrant d'excitation face à l'inconnu. On arrive alors dans une zone où les alcôves, plus ou moins spacieuses et bordées de rideaux, accueillent des banquettes et des tables. Elle m'entraîne vers l'une d'entre elles dont les tentures ont été fermées et me laisse entrer. Face à moi, une autre jeune femme aux yeux bleus et aux formes pulpeuses me rend mon regard surpris, tandis qu'un homme d'à peu près le même âge est penché sur la table en train de répartir de la poudre blanche en fines lignes. J'hésite. Mais le corps de l'inconnu se presse contre mon dos, me poussant à avancer. Je me glisse sur la banquette aux côtés de la blonde et ma guide prend place à mes côtés. Je sais ce que c'est que la drogue. J'ai eu le droit à de multiples sermons sur le sujet une fois que je suis entrée au lycée et j'ai vu assez de films pour savoir qu'il est probablement en train de préparer des rails. Je n'ai jamais été tentée d'en consommer. Mais ça ne m'empêche pas de passer du temps avec eux, même si je n'y touche pas après tout. L'inconnu de la piste de danse se presse contre moi et parle à mon oreille pour couvrir le bruit. Moi c'est Zoé. Elle c'est Emma et lui Antoine. Tu t'appelles comment ? Cynthia. Mais on m'appelle Si en général. Eh bien Si, bienvenue à notre petite sauterie. Elle a prononcé ces derniers mots à haute voix, ses deux amis levant leur verre à mon intention. Je réponds à leur toast en levant mon verre à mon tour. Puis les conversations reprennent leur cours. Zoé me raconte qu'elle est étudiante en économie à l'université et qu'elle va finir sa licence cette année,
tout en travaillant de nuit pour couvrir ses frais de scolarité. Elle a rencontré Emma à la fac, et son petit ami Antoine s'est joint à leur duo peu de temps après. Quand elle a voulu en savoir plus sur moi, je lui ai menti, en disant que pour le moment j'occupais un petit job de caissière, en attendant de me réinscrire à la fac l'an prochain, à la suite d'une réorientation. Il ne faut surtout pas qu'ils apprennent que je suis encore au lycée, sinon je peux dire adieu à ma soirée. Les heures passent et les rails défilent. J'ai refusé poliment les propositions d'Antoine qui se contente de hausser les épaules à chaque fois. Notre groupe est en plein débat sur le meilleur son qu'a passé le DJ ce soir quand mon téléphone se met à vibrer. Maman. Ces quelques lettres sur mon écran m'ont replongé dans ce qu'il s'était passé un peu plus tôt dans la journée. Je tape rapidement sur mon écran. Je vais bien. Je rentrerai demain après les cours. Je dors chez une copine du lycée. Une copine ? Quelle copine ? Tu penses que tu ne me causes pas déjà assez de problèmes comme ça ? Ramène-toi tout de suite. Non. Les tempes battantes de colère, j'éteins mon portable et le fourre au fond de mon sac, puis regarde Antoine. Finalement, je veux bien essayer. Alors, est-ce que ce premier épisode vous a plu ? Venez découvrir la suite de Toxique vendredi 24 novembre à 23h. Pour ne rien manquer de l'actualité du podcast, vous pouvez me suivre sur Instagram, Spotify, Facebook. Les détails sont dans la description de l'épisode. En attendant que l'on se retrouve, je vous souhaite une bonne nuit et à vendredi prochain sur Late Night Stories.